Bonjour à tous et bienvenue du coup dans Sécurité 101. On entame tout de suite la première partie avec nos deux experts Théo et Renaud où on va parler de finalement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est sur l'ordinateur. Renaud, pourquoi est-ce qu'on commence par ça? Et pourquoi commencer par ne pas faire d'erreur avant de changer complètement sa façon de faire? Alors déjà, le principal problème, la principale erreur, en fait, elle vient quand on surfe sur Internet. Donc je pense qu'il est important de parler de la navigation sur Internet de manière générale. Ça intéresse tout le monde, ça intéresse aussi bien d'ailleurs les gens chez eux qu'au travail. Et dans la navigation sur Internet, il y a un truc qui est très classique, c'est je télécharge un logiciel et je l'installe sur mon ordinateur parce que j'ai un nouveau besoin. Et il y a beaucoup d'erreurs qui se produisent à ce niveau-là, notamment. Donc je dirais que déjà, il faut toujours télécharger les logiciels depuis le site de l'éditeur et pas sur un site générique du type téléchargemoi.com, tout est gratuit. Donc toujours aller sur le site de l'éditeur, le site officiel pour aller faire ces téléchargements, ça c'est le premier bon conseil de bon sens. Et deuxièmement aussi, préférer des logiciels open source et gratuits. Parce que la plupart en fait, des virus et des logiciels malveillants sont dans des logiciels commerciaux, dans des patchs, dans des cracks de logiciels commerciaux. Donc autant prendre des bonnes habitudes d'utiliser des logiciels gratuits. Il y aura beaucoup moins de logiciels malveillants lors d'un téléchargement d'un logiciel gratuit ou open source. Et en plus, c'est souvent un meilleur gage aussi de sécurité. Ok, super. Et du coup là on est déjà sur le téléchargement de nouveaux logiciels. Euh, Parlant de logiciels, on peut peut-être commencer à vraiment la base de l'utilisation. Quand notre viewer, merci à vous d'être là, va commencer à utiliser son ordinateur, avant même de télécharger une application, il y a la question de quel browser internet elle va utiliser. Est-ce qu'il y a vraiment une différence et lequel peut-être on pourrait recommander pour justement arriver à cette étape de téléchargement de logiciels? Si on simplifie, il y a deux grandes familles de navigateurs. Il y a les navigateurs qui vont être basés sur Chrome et toutes les variantes. Ça inclut aussi Safari sous Mac. Donc tout ça, c'est le même moteur. L'habillage est différent, mais c'est le même moteur derrière. Et Firefox de l'autre côté. Donc il y a deux grandes familles. Firefox est un petit peu en perte de vitesse, mais je dirais qu'au niveau sécurité, les deux se valent. Donc ça, c'est vraiment une fonction de goût et des couleurs de chacun, on va dire. Donc Firefox est très bien, mais tout ce qui est basé sur Chrome est très bien aussi. Alors Chrome, il y a Chrome by Google avec tout un tas on va dire, d'add-ons qui communiquent avec Google et qui remontent beaucoup de données à caractère personnel, donc ça il faut peut-être éviter. Mais on a des versions plus légères de Chrome qui sont débarrassées de ces trackers-là, du type Chromium d'ailleurs qui est open source, ou Brave, qui inclut aussi un bloqueur de publicité, et pour ça c'est beaucoup plus agréable pour surfer sur Internet, en plus aussi de laisser moins de traces et moins de données à caractère personnel. Donc personnellement, moi j'utilise Brave, mais voilà, je ferai publicité pour les logiciels, mais en tout cas à titre personnel, j'aime bien Brave. Dans ta business, Brave Eh également? ben, moi aussi j'utilise Brave, donc on a eu les mêmes, on a fait les mêmes compromis. Maintenant, il arrive assez souvent que certains sites fonctionnent pour certains navigateurs et pas d'autres, donc des fois on est obligé d'en utiliser plusieurs dans ces cas-là. Bon, comme Renaud l'a dit, en général les navigateurs, il y a les deux moteurs Firefox et Chrome. Des fois, ce qui marche pas sur certains moteurs Chrome va marcher sur Chromium ou alors sur Firefox, et des fois ça marche pas sur les deux, donc des fois c'est un petit peu compliqué. Voilà, on peut utiliser plusieurs navigateurs internet. Moi, pour la plupart du temps, j'utilise Brave effectivement parce que il inclut déjà un bloqueur de publicité qui fait déjà un bon travail de ce que j'ai compris. Alors du coup, parlant de browser, il y a beaucoup de problématiques qui arrivent. Les extensions, vous parlez d'un bloqueur de publicité, par exemple uBlock ou AdBlock. Est-ce que ça c'est conseillé pour les débutants? Ils peuvent l'utiliser sans problème. Il y a la question des cookies. À quel point on peut conseiller aux gens de télécharger ces genres d'extensions? À quel point une extension finalement c'est dangereux? Je connais des gens qui ont 15 extensions dans leur browser parce qu'il y a des thèmes, enfin, où il y a des thèmes. En fait, ils arrivent un petit peu dans une bibliothèque. Donc, si vous voyez à droite de moi, il y a la bibliothèque des extensions que vous pouvez mettre sur votre browser. Et on arrive un petit peu dans un marketplace où on les pioche un petit peu au pif parce qu'ils sont jolis. À quel point c'est dangereux finalement, toutes ces extensions sur Chrome par exemple? Alors clairement, il faut minimiser le nombre d'extensions qu'on a dans le navigateur pour deux bonnes raisons. Déjà, quand on en a trop, ça rame, ça prend de la mémoire, ça plante très souvent, donc c'est franchement désagréable.
Et d'autre part, il faut comprendre que le navigateur, c'est vraiment ce qui fait l'interface avec le monde sauvage de l'Internet. Et donc, c'est une pierre sensible de la sécurité de l'ordinateur. Donc, il ne faut pas trop exposer le navigateur. Et plus on installe des extensions dans le navigateur, plus sa surface d'attaque devient importante. Et plus on risque de laisser rentrer simplement une attaque venant des failles de sécurité de ces extensions. Donc je pense qu'il faut se limiter vraiment en nombre d'extensions, prendre les extensions minimales, voire même créer plusieurs profils aussi pour tous les membres de la famille, ça peut être pas mal avec Donc on parle de compte ici par exemple? chacun ses extensions. En fait, sur chaque navigateur, il est possible de créer des profils utilisateurs et donc que le navigateur se charge avec ses propres couleurs, ses propres extensions, ses propres favoris pour tous les membres de la famille, pour papa, pour maman, pour les enfants. Ce qui permet à chacun d'avoir un contrôle sur sa sécurité, sur ses mots de passe, sur les extensions qu'il souhaite avoir. Mais il faut vraiment minimiser le nombre d'extensions et avoir un bloqueur de pub intégré au navigateur, type Brave, ça peut être pas mal aussi, parce que installer un bloqueur de pub supplémentaire, ça nécessite un paramétrage et c'est pas souvent simple de trouver le juste équilibre entre je bloque tout et je bloque rien. Et ça risque de casser certains sites qui nécessitent quand même l'accès aux cookies ou à certaines pages de publicité. Donc c'est bien d'avoir en fait, on va dire, un bloqueur de publicité déjà préconfiguré. C'est très pratique pour le débutant en tout cas. Tu as parlé d'un mot qui me fait crisper et qui fait crisper énormément d'utilisateurs en France ou je pense même en Europe. C'est quoi ces cookies? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on les refuse? On les accepte? Est-ce qu'on les retire de notre ordinateur? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec les cookies? Tu veux en parler ou j'en parle du coup? Ouais. Quand Alors donc les cookies, c'est des petits fichiers qui sont créés en fait par le site sur lequel vous naviguez pour retenir des informations sur votre machine. Et en fait le problème c'est que ces fichiers peuvent être partagés avec d'autres sites tiers. Et donc notamment aujourd'hui ils ont été un petit peu abusés pour notamment le tracking publicitaire. Et donc effectivement, certains sites ne marcheront pas parce qu'au départ, ils utilisaient les cookies pour des raisons techniques si vous bloquez systématiquement les cookies. Donc c'est un sujet qu'on revoit sur le devant de la scène, notamment parce qu'aujourd'hui, on peut les refuser du fait du RGPD. Et en fait, quand on parle de refuser les cookies, on parle de refuser des cookies de tracking qui partageront les informations tiers. Évidemment, on ne peut pas refuser les cookies qui sont absolument nécessaires au fonctionnement du site. Et là-dessus, je dirais que c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des approches, mais il peut y avoir l'approche de dire je vais les accepter pour que le site fonctionne, mais par contre, je vais avoir une extension ou un programme qui va systématiquement les effacer une fois que je quitte le site. Et sinon, il y a l'autre approche d'essayer de les refuser au maximum, quitte à ce que le site ne marche pas très bien jusqu'à trouver la combinaison magique. Mais vous voyez que là, tout de suite, au niveau du paramétrage, ça devient plus compliqué. Donc la suppression des cookies, ça peut être important. Après, par contre, ça va nécessiter de retaper son mot de passe. Donc il faut quand même avoir un aspect pratique à la chose. Mais c'est déjà un bon début, on va dire, pour traiter le problème sans avoir trop de soucis pour sa navigation au quotidien. Du coup, c'est une extension en plus. Cookie delete. Potentiellement. Potentiellement. Certains navigateurs peuvent proposer la suppression de cookies ou de sessions. Par exemple, dans Brave, il y a des paramètres qui peuvent permettre de complètement effacer vos sessions de connexion lorsque vous quittez le navigateur. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est dans Brave directement, et donc ça peut se faire directement. Et bon, le prix de quitter systématiquement sa session, c'est de devoir retaper son mot de passe dès lors qu'on réouvre son navigateur. Après, dans les détails, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que, en l'occurrence, le paramètre qui est disponible dans Brave supprime uniquement lorsqu'on ferme le navigateur, pas lorsqu'on ferme l'onglet. L'avantage de Cookie Auto-Delete, c'est qu'il peut supprimer le cookie dès lors que vous fermez l'onglet de navigation. Voilà. Donc après, chacun doit aussi un petit peu réfléchir au compromis entre la praticité, l'usage facile de son navigateur et sa sécurité. Évidemment que la meilleure chose à faire, ce serait de refuser systématiquement les cookies, si possible les bloquer. Voilà. Mais dans ce cas-là, le site peut ne plus marcher et on ne parle pas que de sites, petits sites codés par quelqu'un dans son coin. On peut aussi, quand je parle de sites qui ne marchent pas, ça peut être des sites de grandes entreprises, ça peut être des sites de grandes institutions auxquelles vous avez absolument besoin d'avoir accès. Donc il y a forcément un compromis à faire. En tout cas, supprimer systématiquement ces cookies une fois que l'on a quitté le site, en tout cas, ça améliore fortement la pratique. Maintenant, les cookies de tous les sites que vous avez ouverts peuvent encore être interconnectés. Donc il faudrait idéalement mettre dans un bac à sable chaque site pour s'assurer que les cookies de l'un ne sont pas utilisés par un autre. Donc voilà, en pratique, je sais bien que ça devient compliqué, mais
il faut comprendre les différents compromis qu'on peut faire. Je pense que vous allez très vite le comprendre à travers cette formation. La sécurité, c'est une cible mouvante. Elle va s'adapter à vous, à vos besoins, à vos capacités. Et il y a des fois des choses où vous allez dire c'est trop compliqué. Il suffit simplement de ne pas utiliser ces étapes. On a néanmoins du coup, juste après cette vidéo sur l'Académie des coûts Bitcoin ou sinon en cliquant sur cette fiche, un petit tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne Brave et vous aider à l'installer si vraiment vous avez besoin. Parlons de browser, moi j'ai une grande question. À quel point c'est sécurisé la navigation privée? Quelle est vraiment l'utilité de la navigation privée dans un browser style Firefox ou Brave, si ça existe chez Brave bien sûr. Et peut-être parler très rapidement, pour clôturer un peu ce sujet des browsers, de Tor et des alternatives plus poussées qui font peur aux viewers, parce que Tor c'est le dark web. Donc peut-être explorer un petit peu cette piste pour les gens. Renaud? Alors, la navigation privée, justement, je voulais en parler en liaison avec les cookies. Déjà, il faut comprendre que ça ne cache pas sa navigation de son fournisseur d'accès. La navigation privée va juste éviter de laisser des traces localement sur son ordinateur après les visites de sites web. Donc, laisser des traces récurrentes quand on réouvre son navigateur ou laisser des traces aux autres utilisateurs si on utilise un ordinateur partagé ou un ordinateur dans un cybercafé par exemple. Ça ne cache que l'activité locale, mais ça ne cache rien au niveau du fournisseur d'accès Internet ou rien au niveau du site qu'on va visiter. C'est uniquement au niveau des traces locales. Et la navigation privée, c'est utile, notamment parce que les cookies qu'on a vont être supprimés en fin de visite. Et donc, on peut faire accepter tous les cookies sans être gêné, puisque en fait, il n'y aura pas de tracking par rapport à vos habitudes de visite actuelles et par rapport à vos habitudes de visite futures. Et moi, je l'utilise typiquement à chaque fois que je vais faire des achats de services en ligne, type billets d'avion, billets de train, hôtel, voyage, etc. etc. Parce que ces sites-là, en fait, traquent nos habitudes de recherche. Et plus vous recherchez sur une destination, plus les prix vont monter, puisque en fait, ces fameux cookies vont voir que visiblement vous vous rapprochez de l'échéance, ou vous êtes très intéressé par un voyage dans telle ville ou tel pays, ou par tel billet d'avion. Et du coup, les prix vont être ajustés en fonction de l'urgence de votre voyage, du rapprochement des dates ou du fait que vous répétez vos recherches sur le même itinéraire pour surveiller les prix. Donc ça peut être une bonne habitude pour les achats de services, pas forcément de produits physiques, mais pour les achats de services en ligne, de fonctionner en navigation privée, et notamment pour les réservations de voyage, c'est particulièrement utile. Voilà, il faut comprendre encore une fois que c'est juste pour des sessions temporaires de navigation, quand vous avez une chose à faire bien déterminée, pas pour flâner sur Internet, mais quand vous avez une chose à faire bien déterminée, oui, la navigation privée, du coup, Internet privé, peut être utile dans ce cadre-là pour éviter aussi les montées de prix artificielles. Je me suis toujours posé la question et personnellement, du coup, j'utilise un autre ordinateur. Alors, je ne savais pas pourquoi, mais à l'époque, j'utilisais d'autres ordinateurs ou d'autres comptes pour acheter le billet. Et là, je voyais les différences de prix. Et je leur demande, mais il restait 3 places. Et puis d'un coup, ils disent plus qu'il reste 3 places. Et ils veulent te forcer à l'acheter. Très intéressant. Et alors, Tor? Alors sur Tor, et peut-être les VPN Oui. aussi qui sont... Je pense, je propose que dans le chapitre juste après, on va parler VPN et également connexion Internet, parce que tu as parlé de connexion Internet, à quel point finalement il y a de l'information qui est retenue quand tu navigues. Ce sera le thème juste après. Et du coup, par rapport à Tor, est-ce qu'on doit l'utiliser? Est-ce qu'on le télécharge et on le garde en backup au cas où, pour des besoins? Alors Tor, en quelques mots, c'est un réseau d'anonymisation des connexions. Donc ça permet de masquer son adresse IP au site que l'on visite, typiquement. Par contre, ça ne va pas sécuriser les sites que l'on visite ou son ordinateur magiquement. Ça va essentiellement donc, masquer l'origine de la visite, masquer sa ville ou son pays d'origine de la visite. Et ça va aussi ralentir la connexion puisqu'on va passer par des ordinateurs de 3 autres personnes pour faire sa navigation. Donc Tor est à la fois un système qui permet d'anonymiser donc la source de la visite, mais qui permet aussi d'accéder à des sites web qui ne sont pas exposés sur Internet et qu'on appelle le darknet, des sites web dont l'extension finit en .oignon et qui sont eux visibles uniquement par Tor. Alors comment accéder à Tor? En fait, le plus simple, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle Tor Browser, simplement, qui est un Firefox modifié qui intègre Tor, donc c'est un navigateur à part. Mais ensuite, la navigation se fait exactement comme un navigateur conventionnel, puisque c'est vraiment un Firefox. Donc vous pouvez à la fois visiter des sites web classiques et des sites web en .oignon.
Voilà, alors il faut savoir ce qu'on fait quand on visite des sites web en .oignon, parce que ce sont effectivement des sites qui sont montés bien souvent par des particuliers, qui sont un petit peu shady au niveau de la légalité, et vous n'avez absolument pas la garantie quand vous achetez quelque chose sur un site sur Tor que vous allez le recevoir, bien évidemment, et vous ne pourrez pas porter plainte parce qu'on ne vous a pas livré votre AK-47. Outre l'utilisation qu'on fait de Tor, Tor est complètement légal et utilisé par énormément de personnes dans la cybersécurité, mais également les journalistes ou les activistes de la liberté. Voilà, C'est pas illégal. Tor, effectivement, à la base, a même été créé par l'armée américaine. Donc c'était vraiment un usage militaire et étatique. Et c'est un outil qui est très utile pour échapper à la censure dans les pays qui sont autoritaires. Quand on regarde en Turquie, par exemple, on ne peut pas publier sur des réseaux sociaux des photographies de manifestations, typiquement. Ce genre de choses est très durement réprimé et les réseaux sociaux sont très surveillés. Et donc, effectivement, ça permet à beaucoup de journalistes, et notamment Reporters sans frontières, promeut l'usage de Tor, puisque ça permet d'échapper aux éventuelles grandes barrières, comme on peut avoir en Chine aussi, qui bloquent l'accès à certains sites et qui contrôlent l'activité des utilisateurs et qui les réprimandent dès lors qu'ils vont naviguer sur des sites qui sont non conformes à l'éthique de l'État et des partis politiques en place. Donc c'est parfaitement aussi utile à ce titre-là, au titre de la liberté de parole, au titre de la liberté de s'informer, la liberté de la presse, etc. etc. Pour conclure, Panda, est-ce qu'il y a des alternatives à Tor qui se développent Je pense à Nostr, enfin peut-être pas Nostr, mais enfin, il y a d'autres protocoles qui essaient d'anonymiser les connexions ou en tout cas de faire en sorte que ce qu'on publie, on ne puisse pas en retrouver facilement l'origine. Mais c'est clairement, comme ça utilise des réseaux, il y a ce qu'on appelle l'effet de réseau, et donc en général, Tor, c'est celui qui va le mieux marcher, sur lequel il y aura le plus de gens, qui sera le plus anonymisant, puisque votre anonymité dépend aussi du nombre de personnes qui utilisent le service qui est anonymisant. Donc pour l'instant, pour un usage, si on a besoin de ce type de choses, je recommanderais quand même d'utiliser Tor. Sachant aussi que dans le navigateur Brave, il est inclus, il y a un mode de navigation Tor sur Brave, mais la navigation sur Tor, ça va être une navigation qui est effectivement très hachée, un petit peu lente, d'une part parce qu'il y a plein de sauts de connexion qui sont inutiles d'un point de vue pour délivrer la donnée, mais juste là pour vous anonymiser. Et en plus de ça, il faut faire très attention au type de site que vous visitez, et ces sites peuvent ne pas marcher parce que du coup, ils voient que ils ne comprennent pas d'où vous venez quand vous faites votre connexion. Voilà, donc ça, on va l'utiliser que lorsqu'on a vraiment besoin pour voilà, toutes les raisons qui ont déjà été évoquées. Et pour l'instant, je ne vois pas d'alternatives qui ont pris vraiment le dessus. Pour le moment, ça reste, je pense, la meilleure solution en première approche. Super, merci beaucoup. On n'est pas 100% anonyme avec Tor. C'est peut-être important de préciser pour les viewers. Ne faites rien d'illégal, évidemment, mais Tor n'est pas une solution miracle comme on va le voir. Il y a d'autres alternatives. Théo, Renaud, merci beaucoup. On va conclure cette vidéo du coup sur l'utilisation des browsers. Comme vous avez pu voir, Brave semble quand même être une solution plutôt bonne pour tout le monde. Il y a du coup un tutoriel juste après cette vidéo pour vous accompagner dans la mise en place de votre compte Brave et son utilisation, très générique. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où on va parler du coup des fameux VPN, de sa connexion à Internet, l'utilisation des Wi-Fi et un petit peu plus ce qui pourrait être même HTTPS et finalement les bonnes pratiques lorsqu'on veut utiliser. Merci beaucoup à tous les viewers, merci à toutes les personnes qui sont avec nous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous aimez bien et on vous retrouve tout de suite. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!